Voilà, alors merci beaucoup pour cette invitation qui me fait beaucoup plaisir. Je vais en fait tout de suite me plonger au cœur des sources. En mars 1693, un jeune barbier chirurgien débarqua sur les côtes de l'actuel Bénin, dans une région qui faisait à l'époque partie du royaume de Hueda. La frégate qu'il avait amenée jusqu'à là était un navire de la compagnie africaine du Brandebourg, un navire négré, car le but de ce voyage était d'acheter des êtres humains réduits en esclavage, une marchandise précieuse à revendre ensuite dans les Antilles. De son séjour à Hueda et des opérations de traite, le barbier nous a laissé un témoignage détaillé. Je cite. « Tous les jours, on désembarque des tonneaux de coris, des barres de fer, des bols en laiton, des mousquets, de la poudre à canon, des toiles de lin, des tissus en soie et plein d'autres marchandises pour acheter des morts. Car tous les jours, nous achetons d'hommes, femmes, garçons et filles qu'on nous apporte depuis d'autres royaumes. Moi, je les visite tous, de la tête aux pieds, car ceux qui ont des cheveux gris, ceux qui n'ont plus tous les dents, ceux qui souffrent du syphilis ou d'autres maladies, on les rejette. Mais ceux qui sont sans défaut, on les prend, on les fait agenouiller, on leur frotte l'épaule avec de l'huile de palme, et puis on les marque au fer rouge avec les lettres CABC, c'est-à-dire Kurfürstliche Afrikanische Brandenburgische Kompanie. L'achat et le marquage étaient le résultat de négociations prolongées qui s'étaient déroulées depuis des jours dans le palais du roi Agbangla, que vous voyez ici sur cette gravure. Dans ce cadre, le barbier chirurgien avait été admis à la cour royale, dont le cérémoniel et la culture matérielle avaient visiblement frappé sa curiosité. Il écrit « Le roi ne porte qu'une tunique en velours rouge et un turban en lin blanc sur sa tête. Comme les autres morts, il se promène à pieds nus. Il tient des assemblées avec ses officiers. Quand il voit le roi, il se prosterne, il claque avec les mains, il baise le sol. Devant le roi, il ne se lève point debout. Les Anglais, les Français, les Hollandais, ainsi que les gens d'autres nations, lui font des cadeaux précieux, des vêtements, des tissus de plein d'autres choses. Lui, il les remercie, mais finalement, il ne fait qu'accumuler ces choses dans son palais. Ce récit est issu du journal de Johann Peter Oettinger, un texte manuscrit rédigé par un artisan migrant originaire du Saint-Empire, en fait dans l'actuel Baden-Württemberg. Au cours de ces dernières années, j'ai travaillé avec mon collègue Craig Kozlowski de l'Université de l'Illinois à l'édition de cet écrit qui est paru l'année dernière en traduction anglaise. Le journal ne relate pas uniquement le voyage d'Oettinger sur le navire négré brandebourgeois. En fait, il couvre une quinzaine d'années, de 1682 à 1696, et il décrit l'ensemble du tour de compagnon de ce jeune homme. Oettinger a 13 ans quand il quitte sa maison familiale pour faire un apprentissage, et il en a 16 quand il commence sa migration. Pendant 15 ans, Oettinger marche de ville en ville à la recherche de travail dans des boutiques de barbiers. 2 fois, ces pérégrinations terrestres sont interrompues par des embauches comme chirurgien naval. Une première fois à Amsterdam, à bord d'un navire négré néerlandais, et une deuxième fois dans la Frise orientale, à bord d'un navire négré brandebourgeois. C'est donc l'histoire d'un travailleur migrant qui alterne des emplois précaires en Allemagne et aux Pays-Bas avec des voyages transatlantiques qui l'amènent sur les côtes d'Afrique, aux Antilles et en Guyane. L'histoire d'un homme qui, après avoir participé activement aux atrocités de la traite, rentre finalement dans sa petite patrie, où il passera le reste de sa vie dans cette jolie maison familiale que vous voyez ici en bas à droite. On peut se poser la question, que faire d'un document de ce type ? Pourquoi en fait investir des ressources dans l'étude de la biographie individuelle d'un personnage au fond assez marginal ? Pourquoi consacrer des années de travail à l'édition de ce récit ? Avons-nous vraiment besoin de ça ? Ne risquons-nous pas de raconter, encore une fois, l'histoire à partir de la perspective d'un homme blanc, et en plus d'un homme blanc qui participa directement au business négrier ?
N'aurions-nous pas besoin plutôt de développer d'autres approches pour comprendre le phénomène de l'esclavagisme atlantique? Et oui, certes, on a besoin de multiplier les angles d'attaque pour analyser la traite négrière. L'esclavage est un phénomène complexe qui influence le droit, l'économie, la culture, le langage, les structures sociales et même la démographie. C'est donc un phénomène qui met en relation des sociétés européennes, chrétiennes et structurées selon des logiques corporatives de l'Ancien Régime, avec des sociétés africaines où les structures lignagères étaient souvent intégrées par des monarchies sacrées. Et du coup, oui, développer une pluralité d'approches méthodologiques, multiplier les terrains d'observation et croiser des sources différentes est fondamental, surtout si on veut arriver à surmonter une perspective uniquement eurocentrée. Dans ce cadre général, les textes autobiographiques européens peuvent toutefois fournir un apport important. Cet apport à lui seul n'est pas suffisant, bien évidemment, mais quand même non négligeable. Dans le cas spécifique d'Oettinger, par exemple, on peut souligner que son journal nous permet d'étudier la participation à la traite d'hommes et d'entreprises issus d'États qui ne disposaient pas de colonies. Le parcours migratoire d'Oettinger nous permet aussi de comprendre que la mobilisation de capitaux et aussi de main-d'œuvre vers les marchés atlantiques ne s'arrêtait pas aux frontières. Au contraire, elle générait une force dynamique qui pénétrait en profondeur le subcontinent européen. Le journal d'un barbier chirurgien nous permet aussi de nous plonger dans ce monde de travailleurs européens pauvres qui trouvaient dans la traite une source de revenus. Souvent, quand on parle des Européens impliqués dans l'esclavage atlantique, on pense tout de suite aux grands négociants de Bordeaux et de Liverpool, au roi de Portugal, aux propriétaires de manufactures indiennes de Neuchâtel, aux planteurs des Antilles ou de Mississippi. Et bien sûr, du côté euro-américain, c'est eux qui ont tiré les plus grands profits. Mais la machine négrière n'aurait jamais pu fonctionner sans l'apport de dizaines de milliers d'acteurs subalternes, des charpentiers et d'autres artisans qui construisaient la flotte négrière, des travailleurs impliqués dans la production de tous ces biens vendus en Afrique en échange d'esclaves, des barbiers chirurgiens comme Oettinger qui, à bord, étaient responsables de la santé à la fois des marins et de la marchandise humaine qui était censée arriver vivante en Amérique afin d'être vendue et générer ainsi un profit. Et surtout, il n'aurait pas pu fonctionner sans les marins qui formaient les équipages des navires et qui exécutaient le travail de violence si fondamental pour la mise en œuvre des déportations. La traite fut un énorme marché de travail. Et cette histoire, l'histoire de sa main-d'œuvre subalterne, reste encore largement à explorer et aussi à communiquer au grand public. C'est une histoire difficile. Les marins, par exemple, étaient à la fois acteurs de violences atroces envers les esclaves et en même temps des travailleurs exploités par un système violent. Pour les marins aussi, les taux de mortalité à bord des navires étaient extrêmement élevés et le fouet qu'eux ils employaient pour imposer une domination tyrannique au corps esclavisé des Africains souvent était aussi utilisé contre eux-mêmes dans le cadre d'une discipline navale hiérarchique et impitoyable. Un texte comme celui de Oettinger offre ensuite une clé précieuse pour comprendre comment un homme du peuple du XVIIe siècle a appris à penser en termes raciaux et comment cette pensée raciste a, peu à peu, infiltré son langage. Oettinger a grandi dans le Saint-Empire, dans une société d'Ancien Régime, traversée par d'âpres divisions confessionnelles. Les catégories d'identité et d'altérité qui forment son monde sont constituées tout d'abord par des binômes religieux, protestants versus catholiques. Pour Oettinger, qui est d'ailleurs le fils d'un pasteur luthérien, c'est une contraposition fondamentale. En plus, il connaît bien sûr le binôme chrétien-juif et l'antagonisme entre chrétiens et musulmans. La race, par contre, ne constitue pas du tout un facteur d'identité et d'altérité pour lui. Pas avant ses voyages océaniques, en tout cas. Car dans les campagnes allemandes du XVIIe siècle, la couleur de la peau n'est tout simplement pas un critère de classification sociale. Le mot qu'il utilise le plus souvent pour indiquer les Africains, c'est Mohren, les morts,
un terme vague qui s'est répandu au cours du Moyen-Âge, qui pouvait indiquer à la fois des musulmans nord-africains ou des personnes d'origine subsaharienne. Le 21 novembre 1688, pendant son premier voyage, en partant de l'île de Curaçao, il écrit « Nous avons ici les voiles, ayant environ 420 morts à bord ». Ce n'est que plus tard, en mars 1689, qu'il a appris de la bouche des marins néerlandais un nouveau mot, « nègre », qui lui, il écrit avec une orthographe très inconstant, compréhensiblement inconstant, car dans la langue allemande, ce mot, qui indique spécifiquement les Noirs subsahariens en excluant les Nord-Africains, n'existe pas encore à l'époque. On voit ainsi émerger peu à peu une pensée et un langage racisés. Encore plus frappant est le passage suivant, issu de son deuxième voyage atlantique. Arrivé au large de la côte de l'actuel Togo, il écrit « Les gens de la côte nous firent savoir qu'ils voulaient qu'un blanc, ainsi ils nous appellent, vienne à terre pour négocier. Ainsi ils nous appellent. » En lisant ça, on a vraiment l'impression qu'avant, Oettinger n'avait jamais pensé à soi-même en tant que blanc. D'ailleurs, le mot qu'il utilise est blanken. Ce n'est pas de l'allemand, mais du néerlandais. Il aurait pu écrire weiße en allemand, mais il n'est clairement pas habitué à se définir à travers une couleur, et donc il ne fait que reprendre le terme qu'il entend à bord de son navire. On voit bien, son identité au départ est celle d'un chrétien protestant de langue allemande. Une identité qui se contrapose aux catholiques et aux païens d'Afrique. Mais a priori, ce n'était pas une identité de blanc. Ce sont les autres, dans ce cas, les Africains évés de la côte togolaise, avec lesquels l'équipage de la frégate brandebourgeoise veut négocier, qui le renvoient à sa couleur de la peau. La conscience d'être blanc, aux yeux des autres, prend forme dans l'interaction avec l'altérité noire. Finalement, le récit de voyage, comme les récits de voyage en général, constituent des sources précieuses pour étudier l'histoire des sociétés ouest-africaines. Au sud du Sénégal et du Sahel, c'est-à-dire au sud des régions qui avaient été islamisées, avaient adopté l'écriture arabe, les sociétés ouest-africaines n'avaient pas développé une sculpture écrite. C'était, jusqu'au XIXe siècle, des sociétés essentiellement orales. Par conséquent, pour les époques antérieures, nous ne disposons pas de sources écrites endogènes. On a l'archéologie, la culture matérielle, la linguistique historique et pour certains aspects, les traditions orales. Mais sinon, on est obligé à avoir recours aux sources écrites européennes en faisant bien évidemment mille attention de ne pas tomber dans les nombreux pièges que contiennent ces sources exogènes. Faute de mieux, les écrits européens sont un outil incontournable pour étudier les structures et les dynamiques internes aux régions côtières de l'Afrique occidentale. Ces structures et ces dynamiques qui ont rendu possible pendant des siècles l'exportation de millions d'êtres humains. Et ça, c'est une tâche importante, car si on n'arrive pas à comprendre l'esclavage intra-africain et la coopération entre élites locales et compagnies négrières, on aura toujours du mal à fournir des clés de lecture convaincantes pour expliquer l'esclavagisme atlantique dans son ensemble. Cette tâche concerne la recherche universitaire, bien évidemment, mais aussi l'enseignement et la communication muséale. Et je voudrais profiter du fait qu'on est ici à Prangin et que grâce à cette journée d'études, nous avons la possibilité d'entamer un dialogue entre chercheurs académiques et spécialistes d'histoire publique et de muséographie pour formuler quelques réflexions critiques que peut-être on pourra reprendre lors de la table ronde. Longtemps, au moins depuis que Hegel avait déclaré que l'Afrique n'était pas un continent historique, le discours occidental a souvent nié aux sociétés africaines toute historicité. D'ailleurs, il y a encore quelques années, on a entendu parler à Dakar de Nicolas Sarkozy qui disait « l'homme blanc qui ne serait pas encore pleinement entré dans l'histoire ». En plus, la négation d'une historicité africaine est accompagnée, dans l'imaginaire colonial, de mépris pour les cultures africaines traitées d'incivilisées.
Or, par réaction contre ce discours raciste, militants politiques, artistes et historiens ont développé, à juste titre, un contre-discours et ont su montrer que les sociétés africaines avaient bel et bien une histoire longue, complexe et dynamique. Au cours des dernières décennies, les musées ont su jouer à ce propos un rôle important pour montrer au grand public la variété et la richesse des cultures et des traditions artistiques du continent africain. Beaucoup plus d'ailleurs que les universités où l'enseignement de l'histoire africaine précoloniale reste largement sous-représenté. Le problème se pose quand il s'agit d'insérer l'Afrique précoloniale dans des parcours muséaux sur l'esclavage, car c'est un sujet qui souvent gêne. Aborder la question du rôle actif des États côtiers dans la réduction en esclavage de millions d'êtres humains, vendus aux Blancs mais aussi exploités dans la région, semble ne pas constituer une priorité dans le discours muséal sur l'esclavage, ni en Europe, ni aux Amériques, et souvent même pas en Afrique. Et alors, souvent on se limite à monter quelques panneaux ou vitrines pour montrer, de façon un peu banale, que oui, les Africains avaient en fait des cultures, et oui, l'Afrique avait, avant le colonialisme, avait une histoire glorieuse. Je voudrais prendre deux exemples de deux musées que j'aime beaucoup, en fait, mais qui, à mon avis, posent problème sur cet aspect-là. Premier exemple, c'est le Slavery Museum de Liverpool, un musée vraiment important, très riche en objets, entièrement consacré à la question de l'esclavage. Dans ce musée, il y a une seule salle sur l'Afrique de l'Ouest. Et là, on trouve, de façon un peu arbitraire, des tissus kentés, des poteries, des bijoux et une reconstruction incroyablement kitsch d'une case à la Kirikou. C'est un monde idéalisé qui, en principe, aurait vécu dans un état de paix et d'harmonie, une vision complètement édulcorée qui cache les hiérarchies sociales, les guerres et l'omniprésence d'un esclavage interne qui était loin d'être doucement domestique et dénué de violence. Même chose pour le DuSable Museum of African American History à Chicago, un musée consacré à l'histoire des Noirs aux États-Unis, aux formes d'oppression qui se sont succédées au cours des siècles et aux luttes ténaces que les Afro-Américains ont menées contre ces injustices. Un musée vraiment magnifique, fortement enraciné dans la société du South Side. Mais quand il s'agit de parler de l'Afrique, on retombe dans un discours apologétique vaguement afrocentriste. Ainsi, en célébrant les grands rois et les grandes reines africaines, on passe complètement sous silence que ce furent exactement ce genre de souverains qui menaient des guerres, ravageaient les communautés rurales et réduisaient les captifs en esclavage. Alors, à première vue, on dirait que cette omission macroscopie est une façon de protéger l'histoire africaine d'une énième injure, ou qu'on ait peur qu'en parlant du rôle des rois africains, on se fasse accuser de vouloir minimiser la responsabilité occidentale. Et alors non, que ça soit clair, un discours critique sur le passé africain ne peut sous aucun prétexte servir à alléger le poids des méfaits commis pendant des siècles par une multiplicité d'acteurs en Europe et aux Amériques. Le problème, c'est, comme l'a dénoncé l'historien Ibrahima Thioub, qu'en réduisant l'Afrique au singulier au statut de victime passive de la traite, sans tenir aucun compte des divisions et des hiérarchies sociales qui existaient au sein des sociétés précoloniales, on reproduit une lecture paternaliste et eurocentrée, une lecture selon laquelle l'Europe toute seule aurait été capable de dicter aux autres le cours de l'histoire. Si on veut vraiment provincialiser l'Europe, comme l'a demandé Dipesh Chakrabarty, on doit abandonner ce regard sélectif et autoréférentiel et développer la capacité de dire la complexité des entrelacements qui ont fait fonctionner pendant 4 siècles le système négrier atlantique. C'est un terrain, je crois, sur lequel universités et musées ont beaucoup à se dire. Et d'autant plus, je crois que l'approche choisie par le musée de Prangin, qui a impliqué des spécialistes de culture matérielle au Sénégal et a consacré une partie de son espace muséal pour communiquer au public la diversité et les fractures des sociétés précoloniales, est une contribution vraiment importante à ce dialogue. Je vous remercie.